Il est né en 1881, dans une Allemagne encore marquée par les soubresauts de l'industrialisation. Hans Wilsdorf. Rien ne prédestinait ce jeune garçon, issu d'une famille modeste, à entrer dans la légende. Et pourtant, dès l'âge de 12 ans, le destin le frappe de plein fouet. Orphelin, seul, privé de l'amour de ses parents et des repères d'un foyer. Là où la plupart des enfants se seraient effondrés, Hans choisit de tenir bon. Ce n'était pas seulement une question de survie, mais une intuition profonde que sa vie pouvait valoir plus. Une certitude intérieure que, malgré tout, il était possible de se bâtir un avenir différent. Il allait devoir apprendre vite, travailler dur et surtout croire en lui, même lorsque personne d'autre ne le faisait. Encore adolescent, il part en Suisse pour étudier. Et là, un monde nouveau s'ouvre à lui, l'horlogerie. Ce n'est pas un hasard. Il est fasciné par la précision, par cette idée qu'un objet aussi petit qu'une montre puisse mesurer le temps avec rigueur. Rapidement, il obtient un poste dans une entreprise d'exportation de montres. Il observe, il apprend, il analyse. À cette époque, les montres bracelets sont mal vues, trop fragiles, trop imprécises, et surtout considérées comme des accessoires féminins. Mais Hans voit au-delà des jugements. Il imagine une montre qui ne serait pas seulement fonctionnelle, mais révolutionnaire. Une montre que les hommes pourraient les porter fièrement. Élégante, fiable, précise. Un objet de confiance, de statut et d'innovation. Il n'a pas encore 25 ans quand il quitte la Suisse pour Londres. Nous sommes en 1905. Il fonde avec un partenaire l'entreprise Wilsdorf & Davies. Il commence à assembler des montres en important des mouvements suisses de haute qualité. Il comprend rapidement que pour conquérir le monde, il ne suffit pas de fabriquer une montre. Il faut créer une identité, une âme, un symbole. Et cette identité commence par un nom. Hans veut un nom court, facile à prononcer dans n'importe quelle langue, qui sonne bien, qui claque, qui reste en tête. Pendant des semaines, il cherche. Il griffonne des idées sur du papier. Aucun mot ne le satisfait. Jusqu'à ce matin particulier. En se promenant, il dit avoir entendu le mot dans sa tête. Rolex. Simple, sûr, élégant, parfait. Ce moment marque le début de quelque chose de plus grand que lui. Il décide que ce nom incarnera la précision suisse, l'élégance britannique et l'ambition mondiale. Mais un nom ne suffit pas. Il veut prouver que Rolex est la meilleure. En 1910, il soumet ses montres au test de chronométrie officiel. Et c'est là qu'il entre dans l'histoire. Une Rolex devient la première montre bracelet à recevoir un certificat officiel suisse de précision. En 1914, la prestigieuse Kew Observatory en Angleterre attribue à Rolex un certificat de classe A, jusqu'à-ici réservé exclusivement aux chronomètres marins. Hans vient de briser les codes. Il transforme un objet jugé futile en un instrument d'excellence. La Première Guerre mondiale éclate. Le climat devient hostile aux entreprises étrangères à Londres. Les taxes explosent. Hans prend une décision stratégique. Il transfère Rolex à Genève, au cœur même de l'horlogerie suisse. Une décision visionnaire. Là, il se consacre entièrement à l'innovation. En 1926, Rolex dévoile l'Oyster, la première montre étanche au monde. Une prouesse technologique. Mais comment faire comprendre au monde ce que cela représente? C'est ici que son génie marketing entre en scène. Il convainc une nageuse britannique, Mercedes Gleitze, de traverser la Manche avec une Oyster au poignet. 10 heures dans une eau glacée. La montre ressort intacte. Et le lendemain, toute la presse en parle. Rolex n'est plus une simple montre. C'est une révolution. Une démonstration éclatante de ce qu'une vision audacieuse et une exécution rigoureuse peuvent accomplir. Mais derrière l'image du bâtisseur de marque, il y a un homme. Un homme profondément affecté par la perte de sa femme en 1944. Ilsen avait pas été enfant. Alors Hans prend une décision que peu de dirigeants oseraient. Il cède toutes ses parts à une fondation caritative qu'il crée lui-même, la fondation Hans Wilsdorf. Une fondation qui, encore aujourd'hui, détient Rolex. Cela signifie que les bénéfices colossaux générés par la vente de ces montres de luxe ne vont pas à des actionnaires, mais à des œuvres sociales, éducatives, scientifiques et artistiques. Une vérité que très peu de gens connaissent. Derrière chaque Rolex, il y a un morceau de cette vision. Un luxe qui soutient des causes nobles. Un prestige qui rime avec responsabilité. Hans Wilsdorf n'était pas qu'un entrepreneur. Il était un architecte du temps,
un visionnaire qui croyait que la réussite devait avoir un sens. Il a transformé son chagrin d'enfant en force. Il a bâti un empire à partir du vide. Et il a redonné massivement, sans chercher à en tirer gloire. Aujourd'hui encore, la philosophie qu'il a instaurée résonne dans chaque pièce fabriquée. Alors, la prochaine fois que tu vois une Rolex, ne te contente pas de voir une montre. Vois l'histoire d'un orphelin qui n'a jamais cessé d'y croire. Vois un homme qui a changé les règles du jeu, non pas pour l'argent, mais pour l'excellence. Et surtout, souviens-toi que si Hans Wilsdorf a pu accomplir tout cela en partant de rien, toi aussi tu peux créer quelque chose de grand. Commence petit, mais pense grand. Sois résilient, audacieux, fidèle à ta vision. Et si cette histoire t'a touché, inspire quelqu'un d'autre. Like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et partage-la autour de toi. Car c'est en racontant ces histoires oubliées qu'on réveille les rêves de demain.